Adventis. « On est dans le caca !» s'exclama un créateur en toge. « Pom 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 !» ajouta un homme aux cheveux en bataille et l'air sévère en brandissant une baguette d'orchestre. L'immense sous lui s'agita. C'est ainsi qu'ils s'étaient baptisés tous ensemble. « Ça va bien se passer, mec !» dit un poétiste au look hippie, petite lunette ronde posée sur son nez aquilin. « Faut imaginer un peu tous les gens qui... » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. « On peut peut-être voter ?» demandèrent deux hommes simultanément avec leur voix modifiée à travers leur casque de robot sur la tête. Le président de la séance, dans son costume blanc à franges et ses grosses lunettes de soleil noir, prit la parole entre ses favoris. « Y en a-t-il qui votent pour la motion de censure ? On est dans le caca !» demanda-t-il. « Et vous deux ? Votre vote ne vaut qu'un par contre. J'en profite pour rappeler qu'on n'a pas le droit de participer aux assemblées plénières sous des formes multiples, baby. » Des mains se levèrent, mais sur les 2000 personnes présentes, elles n'étaient pas assez nombreuses pour peser suffisamment. Lorsque les survivants du grand génocide, menés par les transcendés contre le reste de l'humanité, se regroupaient pour parler, ils aimaient parfois le faire dans une sorte d'agora antique. Ça leur servait d'excuse pour les orgies qui suivaient. Peu se vêtaient de toge, on trouvait drapés de blanc essentiellement des créateurs, peu présents lors de ces réunions. Les poétistes étaient les plus nombreux, mais ils n'appréciaient guère l'uniformité. Aujourd'hui, les poétistes rendaient hommage au génie créatif humain en prenant des apparences d'artistes ayant marqué différentes époques. « La motion est rejetée, ouh, yeah. Prenez note, greffier. » Un homme préhistorique entreprit de peindre une scène de chasse sur un gros rocher. « On devrait peut-être déménager l'antévers vers un endroit moins surréaliste, » dit un homme brun, avec un fort accent espagnol tout en lissant la pointe de ses trop longues moustaches. « Que fait-on dans ce cas ?» interrogea un créateur. « Je pense qu'on a déjà fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Pas sûr que ça puisse être pire, » dit un créateur. « Faites, il arrive l'autre ?» demanda un réalisateur d'holo à l'origine de plusieurs œuvres majeures au XXVIIIe siècle. Sa chevelure violette et les seringues plantées sur son visage pivotèrent. « L'autre est arrivé ! Je suis là !» cria un vieil homme barbu à lunettes sous un chapeau noir. « Vous avez déjà essayé de garer une tortue intergalactique dans ce coin ?» Il s'avança en trottant jusqu'au pupitre central et s'éclaircit la voix. Un styliste, aux lunettes rectangulaires bordées de noir, tapa des mains et 4 modèles marchèrent en se déhanchant jusqu'à l'homme qui venait de rentrer. Les robes qu'elles portaient étaient faites de nanomatériaux évolutifs. Elles approchèrent comme sur un podium imaginaire. L'une lui posa un micro devant lui, l'autre un verre vide, la suivante une carafe d'eau et la dernière une feuille et un stylo. Toutes firent un vif demi-tour arrivé en bout de course et revinrent sur leurs pas dans le même déhanchement exagéré. En se retournant, l'homme au chapeau se rendit compte que les robes qu'elles portaient étaient également très ajourées dans le dos jusqu'au haut des fesses. Tandis qu'il déglutissait, un autre personnage l'admonesta. « Il était temps, hein ? On ne vous voit pas très souvent lors de nos assemblées !» lui reprocha un peintre vêtu à la mode des bourgeois des Flandres du XVIe siècle tout en peignant un triptyque aux détails fantastiques foisonnants. « Oui, mais c'est parce que je n'avais pas envie de venir, en fait !» répondit l'intéressé. Il y eut un peu de remous dans les gradins. Un homme se leva, habillé comme l'étaient les commerciaux américains des années 1970. « Selon l'article 42 du règlement de ce forum, c'est considéré de facto comme un motif valable, dit-il fort. » Un brouhaha plus important s'installa. Créateurs et poétistes squattaient le subconscient de Dieu dans une sorte de virtualité ressemblant à un rêve qu'on ne se remémore jamais. Ils l'appelaient le sous-lui. Il s'était incrusté ici en douce pour ne pas disparaître lors du cataclysme, ainsi que pouvoir fonder et tenir l'antévers à l'œil. Lorsque les humains transcendés s'étaient mus en l'archétype nommé Dieu, les autres groupes n'avaient pas compris immédiatement la catastrophe qui s'apprêtait à s'abattre sur eux. L'humanité du futur était sans commune mesure avec ce qu'elle avait été. Des millions d'années l'avaient vu grandir, prendre son évolution en main, devenir immortel et s'aimer dans tout l'univers, et saisir que le temps était infini. Puis les hommes avaient changé radicalement de forme, délaissant leurs enveloppes organiques pour progresser en de pures entités idéales. Après quelques millions d'années ainsi, ces entités descendantes des hommes se construisirent des robots organiques pour interfacer avec la réalité. Ils réinventèrent des corps à leur image des origines et compensèrent leurs faiblesses par des outils construits par ces pantins dont ils étaient les esprits manipulateurs. Dit autrement, l'humanité à son apogée
désévolua vers ce qu'elle était au début. Un esprit siégeant dans un réseau de cellules neuronales situé dans la boîte crânienne de bipèdes hominidés faiblement poilus. Tout cela se déroula selon le schéma évolutif Homo sapiens sapiens donne Homo superior immaterialis donne Homo sapiens sapiens basicus. Et devant elle, restait à l'humanité la possibilité de vivre une éternité. Mais pour faire quoi de plus lorsque tout a déjà été accompli? Parmi les 4 groupes de pensée qui scindaient l'homme, les poétistes, perdus dans les limbes infinies de leur imagination, eurent l'idée de ce qui allait advenir. Leur existence entière était consacrée à inventer des horizons nouveaux, dans lesquels ils trouvaient une raison à leur présence. Le génocide perpétré par les transcendés avait été scénarisé de la façon dont il s'était déroulé, comme un devenir envisageable. Les suicidaires purent être sauvés. Cette part de l'humanité accomplit son grand œuvre et mourut selon son choix. Ils quittèrent définitivement cette réalité dont ils étaient devenus les explorateurs absolus et où rien ne les attendait plus. Ni Dieu, ni inconnu, ni but, ni personne. Rien. Le néant existentiel les avait rattrapés et leur réponse se révéla tout aussi stérile. Les créateurs de leur côté partageaient un projet divin, inventer de nouvelles espèces et les élever en différents endroits de l'univers. Ils voulaient leur offrir ce qui leur avait été refusé par un caprice du hasard, une altérité. L'humanité avait été la première et dernière espèce intelligente de l'univers qu'elle avait explorée dans son intégralité et comprise dans toute sa complexité, sans ne jamais rencontrer quiconque. Ils rêvaient d'éviter cette désillusion à des nouvelles formes de vie intelligentes. Les transcendés croyaient en un autre dessein. La question de la non-existence du divin ayant été résolue de longue date par la connaissance totale des lois du monde et de la psychologie humaine, les transcendés se donnèrent comme but ultime de devenir Dieu. Il s'agissait d'aller au-delà de ce que les créateurs faisaient en jouant au divin. Ils voulaient pousser la raison à son paroxysme. Il était question pour eux d'évoluer collectivement au point d'être capables de créer ou détruire l'univers lui-même. Tel était leur but. Lorsqu'ils se transformèrent, ils comprirent immédiatement que les différents courants de pensée de l'humanité contredisaient son omnipotence, ce qui lui était inacceptable. Dieu n'était plus humain et les autres humanités perçues comme de nuisibles altérités. Dieu entreprit donc d'annihiler les autres groupes dans un génocide de dimension cosmique. Une guerre totale se déroula entre cette humanité résolue à n'être plus que toute seule et les 2 autres. Les poétistes découvrirent que se réfugier dans l'infinie virtualité de son imaginaire ne permettait pas de survivre très efficacement lorsque Dieu tuait leur corps. Quant aux créateurs, ils combattaient avec le handicap de protéger leur création, les civilisations intelligentes qu'ils s'étaient escrimées à élever hors des soupes primitives en bidouillant les programmes codés dans leurs cellules. Alors que créateurs et poétistes se faisaient décimer à travers l'univers, certains d'entre eux s'allièrent et conçurent un plan ensemble. Si les transcendés voulaient de cet univers, ils pouvaient bien le lui laisser. Après tout, l'univers n'était pas intéressant. L'humanité en était arrivée à ce point de non-retour du suicide civilisationnel qu'elle était en train de vivre pour cette seule raison. La réalité était chiante. Créateurs et poétistes inventèrent donc l'Antévers, une réalité alternative, où les lois qui le structuraient étaient fluctuantes, instables, illogiques, folles, délirantes, en un mot, passionnantes. Ce qu'ils créèrent se révéla incroyablement plus motivant que ne l'était l'univers qui avait vu naître l'humanité ou les refuges virtuels des poétistes. Dans cette réalité alternative, les poétistes pouvaient laisser libre cours à l'infinité de leur imagination débridée, la rendre réelle. On pouvait y être mortel, y posséder toutes sortes d'existences. Vivre y devenait plus intéressant. C'était un monde de mystère, d'autant plus qu'on acceptait d'y oublier tout ce qu'on savait déjà. Dans l'Antévers, les créateurs voyaient un refuge susceptible d'abriter leurs propres nouvelles espèces pour qu'elles grandissent loin du danger et sans se retrouver seules. Enfin, parce que la nostalgie de l'univers qu'ils étaient contraints de fuir est un sentiment bien humain, ils volèrent les fragments de la terre des origines qui avaient constitué le berceau des hommes. Dieu l'avait détruit, sur un coup de tête, peu de temps après le premier essaimage de l'homme dans la galaxie dans une sorte de matricide existentiel totalement puéril. Alors que l'humanité mourait et disparaissait en masse à travers un univers génocidé, des poétistes et des créateurs se réfugièrent dans l'Antévers pour le façonner. Les créateurs et les poétistes parvinrent à cacher l'Antévers à Dieu, ce qui fut sans doute leur plus beau succès. Pour ce faire, ils le dissimulèrent à son nez et à sa barbe,
dans l'éther même, c'est-à-dire à l'intérieur de lui-même, l'endroit qu'il regardait le moins. Pour se réfugier dans l'antévers, ils intégrèrent la transcendance, acceptèrent d'appartenir au grand tout qu'était Dieu, mais en se nichant dans un îlot de partisans présents en lui et constituant un subconscient divin. Ils profitaient ainsi des pouvoirs de Dieu lui-même pour créer l'antévers, tout en s'appliquant la plus grande discrétion. Il était impératif de ne pas éveiller les soupçons de l'esprit dominant. Ce dernier ne se douta pas de l'existence de cet autre niveau de conscience. Quel beau pied de nez et quelle belle leçon, cachée dans quelqu'un qui croit tout savoir une part de lui qui lui est inconnue. Depuis l'antévers, ils s'inquiétèrent du moment où Dieu découvrirait la vacuité de son existence et de sa mégalomanie et voudraient rejoindre et suicider en mettant fin à sa vie. Cette mort volontaire probable aurait dans le même temps signifié la destruction de l'antévers dissimulé en lui. Ils devaient absolument l'empêcher, sinon leurs efforts n'auraient servi à rien. Ils souhaitaient vivre. Alors ils avaient conçu un autre plan, et ce plan reposait sur une extrême rigueur de toutes ses composantes. Le bruit n'avait eu de cesse de s'intensifier dans l'agora virtuelle cachée dans le sous-lui de Dieu. Pour obtenir le silence, le président de séance demanda l'aide d'un de ses assesseurs. Le musicien en question secoua la tête, faisant osciller ses frisettes brunes devant sa peau noire. Il brancha sa guitare électrique sur un ampli et s'appliqua à l'accorder quelques instants avant de frapper son instrument 3 fois, le brisant dans un tumulte sidérant. Le calme revint dans les gradins. « Bon, pourquoi vous m'avez convoqué ?» demanda l'homme au chapeau. Un homme se leva. À peine eut-il ouvert la bouche que le président de séance l'interrompit. « Monsieur Verne, je rappelle le règlement. Interdiction aux énumérations sans fin de chiffres et de données scientifiques sans intérêt. » L'homme referma la bouche et se rassit aussitôt. Un créateur prit la parole en se tournant vers l'homme au chapeau. Il avait l'air particulièrement austère. Dans la mesure où il y a des soucis sur Terre 2, on se demandait, chers confrères poétistes, si c'est bien vous qui aviez été chargé de faire disparaître toutes les reliques technologiques du passé de Terre 1. Il semble en effet que quelqu'un, et je ne dis pas que c'est vous, en aurait fait cacher un certain nombre sous terre. Certes, en mettant ces technologies dans l'ambre, elles auraient dû rester inutilisables, sauf que les habitants de Terre 2 sont en train d'en extraire des armes et ont trouvé un moyen de les utiliser. Un silence s'installa. L'homme au chapeau remua mal à l'aise. « Ah, ça! Depuis la nuit des temps, les personnes en charge des chantiers de construction ont toujours jeté leurs déchets dessous. J'ai donc fait le choix de m'inscrire dans cette longue tradition. Et puis les délais étaient serrés. Alors, oui, j'assume d'avoir fait enterrer une partie des déchets dans la croûte terrestre de Terre 2. Et oui, il y avait peut-être quelques armes dedans. » Un tollé accueillit cette révélation dans l'agora, provoquant une interruption de la séance. En fait, vas-y à 200%. Ouais, je vais essayer. Ouais. Parce que moi, en fait, je suis pas vraiment acteur. Parce qu'Elvis, moi, je le verrais plus chanter. Oh, dans le caca. Qui ça? C'est clair. Elvis. Ah, d'accord. Ah, attends, faut que j'essaie. Y en a-t-il qui votent pour la motion de censure? On est dans le caca. Ok, bon, d'accord. On va le tenter. Allez. Adventis, première,